Merci, bonsoir. Bienvenue à la séance du Conseil municipal du 15 octobre 2024. Je vous demanderai de vous lever, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Point 2, adoption de l'ordre du jour, Sylvain. Oui, je propose d'adopter l'ordre du jour tel qu'il a été présenté. Merci, vote. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 3 pour adoption procès-verbal. 3.1, adoption du procès-verbal, Sylvain. Oui, je propose d'adopter le procès-verbal de la séance du 23 septembre 2024 comme il a été déposé. Vote. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. En 4, administration générale, le 4.1, dépôt d'un procès-verbal. Correction, Isabelle, explication. Oui, donc je dépose un procès-verbal de correction indiquant que j'ai corrigé une erreur qui apparaît de façon évidente à la simple lecture de la résolution numéro 393-2024. Plus précisément, dans la résolution numéro 393-2024, il est indiqué que la dépense sera imputée au poste budgétaire numéro 02 414 00 414, alors qu'il aurait dû être écrit que la dépense est imputée au poste budgétaire numéro 02 415 00 414. Merci beaucoup. En 4.2, nous avons l'adoption de la mission et valeurs de la Ville. Nathalie, s'il vous plaît. Donc, attendu l'exercice de la planification stratégique 2025-2030 présentement en cours. Attendu que le document final ne sera adopté qu'au printemps 2025. Attendu qu'il s'avère nécessaire d'adopter une partie du plan stratégique de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier immédiatement consistant en sa mission et ses valeurs. Attendu les consultations menées sur le portail citoyen Voilà, ainsi que l'étude réalisée par la firme Léger auprès de la population. Attendu le rapport de M. Marcel Grenier, directeur des communications et conseiller spécial en date du 3 octobre 2024. Je propose que ce conseil adopte la mission et les valeurs de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier qui feront partie intégrante du plan stratégique 2025-2030 comme suit. Pour mission accueillante et moderne, la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier a pour mission d'offrir à ses citoyens un cadre de vie harmonieux et de qualité. Pour ses valeurs, l'éthique et l'intégrité, le respect, la fierté d'appartenance, le professionnalisme et la conscience environnementale. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.3, adoption de politique et de procédure. Marc-Antoine. Oui, alors c'est concernant la protection des renseignements personnels, volet 1. Entendu que de nouvelles obligations ont été créées pour les municipalités par la loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection de renseignements personnels, mieux connue sous le nom de la loi 25. Entendu que cette loi crée, entre autres, l'obligation d'adopter une politique cadre de gouvernance concernant la protection des renseignements personnels, une procédure de transfert transfrontalier de renseignements personnels hors Québec, une politique de protection des renseignements personnels des employés de la Ville et une politique de sécurité. Entendu que ces politiques et ces procédures font partie du programme de gouvernance pour la gestion de la loi 25. Entendu que les dits documents ont été soumis aux membres du Conseil pour étude et approbation. Entendu que d'autres politiques devront être adoptées afin de compléter la gestion du programme de gouvernance. Entendu le rapport de Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques, en date du 7 octobre 2024. Je propose d'adopter la politique cadre de gouvernance concernant la protection des renseignements personnels, la procédure de transfert transfrontalier de renseignements personnels hors Québec, la politique de protection des renseignements personnels des employés et la politique de sécurité. Et aussi d'autoriser M. Martin Carreau, directeur général, à signer les dites politiques et la procédure. Merci. Vote. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. En 4.4, un appui à la grande semaine des tout-petits, José. Oui. Appui à la grande semaine des tout-petits. Attendu que la 9e édition de la grande semaine des tout-petits se tiendra du 18 au 24 novembre 2024. Attendu que tous les enfants devraient avoir les mêmes opportunités de s'épanouir pleinement, sans égard au milieu où ils naissent et grandissent. Attendu que cette semaine se tient sous le thème « Ensemble » pour l'égalité des chances dans tous les milieux, pour que chaque tout-petit s'épanouisse pleinement. Attendu que la grande semaine des tout-petits a pour principaux objectifs
d'informer sur l'état de bien-être des tout-petits, de sensibiliser les acteurs et actrices de tous les secteurs de la société aux bienfaits et aux retombées de mesures et d'actions collectives en petite enfance et en prénatalité, de mobiliser les acteurs et actrices de tous les secteurs de la société sur l'importance d'agir tôt, de briser les silos pour mieux joindre les familles isolées, du début de la grossesse jusqu'à l'âge de 5 ans, de mettre en place des conditions assurant le succès de la mise en œuvre de programmes ou de politiques publiques favorables au développement des tout-petits et de leurs familles. Attendu que les instances municipales sont les plus proches des familles et ont donc un impact tangible sur leur qualité et leur bien-être, en prenant des décisions qui ont des retombées directes sur les enfants de tout âge. Attendu que les municipalités, comme gouvernement de proximité, ont pour mandat de soutenir les organismes du milieu venant en aide aux jeunes familles. Attendu que les villes ont le pouvoir d'agir en élaborant des programmes et des politiques destinés à cette dernière pour offrir des services adaptés. Attendu le rapport de Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques en date du 24 septembre 2024, je propose d'autoriser M. Pierre Delbecq, maire, à proclamer verbalement la semaine du 18 au 24 novembre 2024 la grande semaine des tout-petits et à procéder à la levée du drapeau de la GSTPS le 18 novembre 2024. Et de plus, que les membres du conseil soient invités à porter le carré doudou le lundi 18 novembre 2024, journée qui marquera le début des festivités de la GSTP. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 4.5, autorisation de signature. Martin? Oui, promesse d'achat des lots 4 215 448, 4 215 450 et 6 489 916. Attendu le règlement d'emprunt numéro 1657-2024 a décrété une dépense et un emprunt de 1 700 000 pour acquérir des immeubles aux fins de constituer une réserve foncière. Rendu le dit règlement est entré en vigueur le 15 juillet 2024, attendu que ce règlement décrétait, entre autres, l'acquisition des lots 4 215 448, 4 215 450 et 6 489 976. Tandis qu'il a lieu de signer des 2 promesses de vente avec les propriétaires de ces lots, attendu que les promesses d'achat des lots 4 215 448, 4 215 450 et 6 489 976 préparées par le service du greffe ont été soumises aux élus pour étude et approbation. Attendu le rapport de Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques en date du 30 septembre 2024, je propose que ce conseil autorise M. Pierre Delbecq, maire, et M. Martin Carreau, directeur général, à signer les 2 promesses de vente des lots 4 215 448, 4 215 450 et 6 489 976. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. En 4.6, l'amendement de la résolution. Marc-Antoine? Oui, alors l'amendement de la résolution numéro 386-2024. Entendu la résolution numéro 386-2024, adoptée à la séance du 23 septembre 2024 concernant le projet octroi d'un mandat de service professionnel de gré à gré pour l'élaboration d'un avant-projet de réaménagement du presbytère. Entendu qu'il est nécessaire d'amender la dite résolution numéro 386-2024 afin d'augmenter de 1 185 plus taxes le coût du mandat octroyé au groupe Gesfort Poirier Pinchin pour procéder aux vérifications nécessaires relativement à la présence d'amiante dans le presbytère. Entendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur général, en date du 8 octobre 2024. Je propose d'amender la résolution numéro 386-2024 afin d'augmenter de 1 185 plus taxes le coût du mandat octroyé au groupe Gesfort Poirier Pinchin pour procéder aux vérifications nécessaires relativement à la présence d'amiante dans le presbytère, portant le total du contrat à 7 195 plus taxes. De plus, d'imputer la dépense supplémentaire au poste budgétaire autres honoraires professionnels après une appropriation de l'excédent du fonctionnement non affecté du même montant. Merci. Vote. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. En 4.7, adoption du budget pour les codes-parts. Marc-Antoine? Ah oui, alors pour la régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf.
Entendu que la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf a adopté le 19 septembre 2024 ses prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2025. Entendu que les municipalités membres de la Régie doivent approuver le budget 2025 par une résolution de leur conseil municipal. Entendu que cette procédure réfère à l'article 468.34 de la loi sur le cité et villes. Entendu que la quote-part pour les matières résiduelles de la ville de Sainte-Catherine de Jacques-Cartier a été fixée à 1 066 626,31 $, et celle pour les boues et fosses septiques à 155 720,67 $, pour un total de 1 222 346,98 $, équivalent à 11,15 % des revenus des quotes-part figurant un budget, soit 10 960 543 $. Entendu le rapport de Mme Julie Cloutier, trésorière, en date du 7 octobre 2024. Je propose que le Conseil municipal de la ville de Sainte-Catherine de Jacques-Cartier adopte le budget 2025 de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf, représentant des revenus et des dépenses équilibrés pour un budget total de 19 602 518 $. Et aussi que le Conseil municipal de la ville de Sainte-Catherine de Jacques-Cartier adopte la quote-part gestion des matières résiduelles 2025 présentée dans le tableau rapport final de tonnage pour le calcul des quotes-part 2025, établi à 207,76 $ par tonne métrique, et qui représente une augmentation de 3,9 %, considérant que cette augmentation varie d'une municipalité à une autre. Également que le Conseil municipal de la ville de Sainte-Catherine de Jacques-Cartier adopte la quote-part boue de fosse septique 2025 présentée dans le tableau quote-part 2025 boue de fosse septique, sachant que ces quotes-part sont établis par secteur, révisés et facturés au réel, afin de chaque année financière, représentant 236,16 $ pour les secteurs A et B, 208,74 pour le secteur C et 162,74 pour le secteur D. Et depuis que le Conseil municipal de la ville de Sainte-Catherine-de-Jacques-Cartier approuve le programme triennal des immobilisations 2025-2027 de 11 047 000 adopté par la Régie régionale des gestions de matières résiduelles de Portneuf le 19 septembre 2024. Et finalement, d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire matières résiduelles et boue de fosses septiques. Merci. Vote. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.8, sport, loisirs. Marc-Antoine. Ah oui, alors dans du mouvement de personnel. Entendu qu'une personne ressource à temps partiel serait nécessaire au bon fonctionnement de l'activité de soccer automne-hiver. Entendu l'importance que les services à la clientèle pour le club de soccer Les Rapides soient dispensés par la même personne ressource que lors de la période estivale. Entendu le rapport de M. Éric Gingras, directeur du service sport, loisirs, culture et vie communautaire par intérim, en date du 8 octobre 2024. Je propose d'entériner la prolongation d'embauche de Mme Marie-Pierre Robitaille au poste de coordinatrice adjointe pour la saison automne-hiver et depuis d'amender la résolution numéro 063-2024 et 101-2024 pour y préciser la date de fin d'embauche au 22 décembre 2024. Et finalement, d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire salaire soccer. Merci. Vote. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.9, nouveaux emprunts temporaires. Martin. Oui, attendu le règlement 1637-2024 autorise le Conseil à dépenser une somme d'excédent pas 190 000 $. Le règlement 1647-2024, une somme d'excédent pas 282 000 $. Le règlement 1648-2024, une somme d'excédent pas 1 169 000 $. Le règlement 1650-2024, une somme d'excédent pas 5 85 000 $. Le règlement 1651-2024, une somme n'excédant pas 55 000 $. Le règlement 1657-2024, une somme n'excédant pas 1 700 000 $. Et le règlement 1664-2024, une somme n'excédant pas 265 000 $. Attendu l'entrée en vigueur des règlements numéros, je ne les répéterai pas, les mêmes que je vous ai nommés plus haut. Attendu le financement au long terme de ces emprunts seront effectués ultérieurement. Attendu que l'article 567.2 de la loi sur les cités et villes permet au Conseil de décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement total ou partiel de dépenses effectuées en vertu du règlement d'emprunt sans autorisation préalable du ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Attendu le rapport de Mme Julie Cloutier, trésorière en date du 3 octobre 2024, je propose que ce Conseil autorise M. le maire Pierre Delbecq et Mme Julie Cloutier, trésorière, à contracter des emprunts avec la Caisse populaire des Jardins
de Sainte-Catherine, de Saint-Raymond-Sainte-Catherine pour une somme d'excédent pas 190 000 pour le règlement 1637-2024, 282 000 pour le règlement 1647-2024, 1 169 000 pour le règlement 1648-2024, 5 85 000 pour le règlement 1650-2024, 55 000 pour le règlement 1651-2024, 1 700 000 pour le règlement 1657-2024 et 265 000 pour le règlement 1664-2024, et ce, en attendant le financement à long terme des dépenses décrétées par les dits règlements. Également, d'autoriser le maire ou le maire suppléant ainsi que la trésorière à signer les billets. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 4.10, dépôt de transfert budgétaire. Martin. Oui, bonjour. Alors, je dépose le rapport de transfert budgétaire en vertu de l'article 24 du règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire. Madame Julie Cloutier, trésorière, dépose le rapport de transfert budgétaire réalisé dans le cadre de la délégation de pouvoir pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2024. Merci. En 4.11, dépôt de la liste chèques et dépôts. Martin. Je dépose la liste des chèques et dépôts préparée par Julie Cloutier, trésorière, pour la période se terminant le 30 septembre 2024, laquelle totalise la somme de 772 707,29. Merci. Et enfin, en 4.12, dépôt de la liste des engagements. Martin. Je dépose la liste des engagements financiers préparée par Julie Cloutier, trésorière, pour la période se terminant le 7 octobre 2024, laquelle comprend 254 commandes au montant de 230 673,32. Merci. En 5, aménagement, urbanisme et développement. 5.1, un amendement de résolution. Nathalie. Donc, c'est un amendement de résolution numéro 366-2024 sur les plans d'intégration architecturale pour la résidence aux 15 rue de la Tourbière. Attendu l'approbation des plans d'implantation et d'intégration architecturale selon la résolution numéro 366-2024 concernant la construction d'un bâtiment principal. Attendu que ces modifications ont été apportées à la façon dont le revêtement sera installé. Attendu que le plan réalisé le 10 juillet 2024 par Plan Maison Québec doit être remplacé par le plan en date du 1er octobre 2024 réalisé par le même auteur. Attendu que l'immeuble situé dans la zone 164H est assujetti à l'approbation des plans relatifs à l'implantation et à l'architecture en vertu du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1347-2016, selon les objectifs et les critères du secteur de la rue de la Tourbière. Attendu le rapport de la directrice adjointe à l'urbanisme en date du 2 octobre 2024, ainsi que les documents déposés par le requérant. Attendu que les critères d'analyse au PIA sont satisfaits ou que ces objectifs sont atteints. Attendu le rapport de Mme Rosalie Laroche, directrice adjointe à l'urbanisme en date du 7 octobre 2024, je propose d'approuver les modifications au plan relatif à l'implantation et l'architecture des constructions précédemment approuvées et ainsi d'amender la résolution numéro 366-2024 afin de remplacer les plans de construction par ceux datés du 1er octobre 2024. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 6, hygiène du milieu, il n'y a aucun point. 7, parc et bâtiments. 7.1, un octroi de contrat. José. Oui, octroi d'un contrat de gré à gré, ce qui veut dire de 25 000 à 133 800 pour le réaménagement du chemin de la Liseuse. Attendu qu'il y aurait lieu d'octroyer un contrat pour l'excavation des travaux de réaménagement du chemin de la Liseuse. Attendu que la Ville a fait une demande de prix auprès d'un fournisseur. Attendu que le Conseil municipal a adopté le règlement numéro 1434-2018 concernant la gestion contractuelle telle que prévue dans la loi sur les cités et villes. Attendu que ces règlements stipulent que tout contrat comportant une dépense d'au moins 25 000 mais inférieur au seuil obligeant un appel d'offres, soit 33 800, peut être octroyé de gré à gré. Attendu que le comité de gestion contractuelle a confirmé que l'octroi de ce contrat respectait les règles de gestion contractuelle. Attendu que la Ville est assujettie à la Charte de la langue française et que l'entreprise André Martel et Fils Incorporé
respecte les exigences de cette dernière et qu'elle ne figure pas sur la liste des entreprises non conformes au processus de francisation de l'Office québécoise de la langue française. Attendu que l'entreprise a reconnu avoir pris connaissance des exigences d'intégrité de la loi sur les contrats des organismes publics et s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour y satisfaire pendant toute la durée du contrat. Attendu que ces travaux ont été décrétés par le règlement numéro 1677-2024, décrétant une dépense et un emprunt de 60 000 afin d'effectuer des travaux de réaménagement du chemin de la Liseuse. Attendu que ce règlement n'a pas encore été approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Attendu le rapport de M. John McGraw, directeur des services techniques, en date du 4 octobre 2024, je propose d'octroyer le contrat de réaménagement du chemin de la Liseuse à André Martel et Fils Incorporé. Le contrat est composé de la résolution et de l'offre de prix soumis par André Martel et Fils Incorporé en date du 2 octobre 2024. Le coût du contrat est établi à 29 040 plus taxes. Le contrat est octroyé conditionnellement à l'entrée en vigueur du règlement numéro 1670-2024, de plus d'imputer le montant de la dépense au règlement d'emprunt numéro 1670-2024 et de plus d'autoriser M. John McGraw, directeur des services techniques, à signer le contrat et à intervenir. Merci. Il y aurait deux rectifications. La première, sur le premier, j'ai attendu que, on aurait dû lire exécution au lieu d'excavation. Ah ben oui. Puis il y a un autre des entendus, on aurait dû lire 1670-2024 au lieu de 1677-2024. Merci. Sur ce, vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. On s'en va sur le 7.2, une autorisation de paiement, Sylvain. Oui, c'est l'autorisation de paiement numéro 2, agrandissement de la caserne. Attendu la réalisation des travaux d'agrandissement de la caserne. Attendu qu'il y a lieu de débourser des sommes pour le projet en fonction de l'avancement des travaux exécutés au 30 septembre 2024. Attendu la recommandation de paiement de la firme Merox en date du 3 octobre 2024. Attendu le rapport de M. Simon Monvaleur, chargé de projet en date du 4 octobre 2024. Je propose d'autoriser le paiement numéro 2 à l'entreprise Beauvais et Verret Incorporée d'une somme de 339 859,86 $. Ce montant tient compte des travaux exécutés au 30 septembre 2024, d'une retenue contractuelle de 10 % et de l'ajout des taxes brutes. Également d'autoriser l'émission d'un chèque à l'entrepreneur en échange des quittances partielles des fournisseurs et sous-traitants ayant dénoncé leur contrat relativement au paiement numéro 1. De plus, d'imputer le versement au sous-projet 01 du projet 2023-1610 et la retenue contractuelle de 10 % au poste budgétaire retenue contractuelle. Merci. Vote. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. En 7.3, adoption de règlement. José? Oui, adoption du règlement. Excusez. Pardon. Isabelle, explication. Oui. Donc, c'est l'adoption du règlement numéro 1674-2024 décrétant une dépense et un emprunt de 135 000 pour l'acquisition d'une génératrice au lieu d'hébergement du plan de mesures d'urgence situé au centre socio-culturel Anne Hébert. Donc, il n'y a eu aucune modification qui a été effectuée entre le projet déposé et le règlement qui est soumis pour adoption ce soir. Le Conseil est autorisé dans ce règlement-là à emprunter une somme de 135 000 sur une période de 10 ans. Il sera imposé une taxe spéciale d'après les catégories et les valeurs telles qu'elles apparaissent au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. Merci. Donc, 7.3. José? Adoption du règlement numéro 1674-2024 décrétant une dépense et un emprunt de 135 000 pour l'acquisition d'une génératrice au lieu d'hébergement du plan de mesures d'urgence situé au centre socio-culturel Anne Hébert. Attendu qu'il est tenu nécessaire de procéder à l'acquisition d'une génératrice de plus grande capacité au lieu d'hébergement du plan de mesures d'urgence situé au centre socio-culturel Anne Hébert, puisque les génératrices utilisées ou louées ne suffisent plus advenant un besoin à long terme. Attendu le coût de l'acquisition et de l'installation estimé à 135 000 Attendu qu'il est nécessaire d'effectuer un emprunt de 135 000 pour financer le coût. Attendu qu'un avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire de ce Conseil tenue le 23 septembre 2024.
Attendu que le projet de règlement numéro APR 382-2024 a été déposé lors de cette même séance. Attendu que Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques, a précisé qu'aucune modification n'a été effectuée entre le projet déposé et le règlement soumis pour adoption. Elle a également mentionné le mode de financement, de paiement ou de remboursement de la dépense. Attendu que les procédures prévues à l'article 356 de la loi sur les cités et villes ont été respectées, je propose que ce Conseil adopte le règlement numéro 1674-2024, décrétant une dépense et un emprunt de 135 000 pour l'acquisition d'une génératrice au lieu d'hébergement du plan de mesures d'urgence situé au centre socioculturel Anne-Hébert. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. En point 8, on a bien-être santé, il n'y a aucun point. En point 9, sécurité publique. 9.1, autorisation de participation de la sécurité. Sylvain? Oui, c'est l'autorisation de participation de la sécurité publique aux événements municipaux et des organismes de la Ville. Attendu que le service de la sécurité publique souhaite participer à des événements organisés par la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, ainsi que ceux organisés par des organismes reconnus tels que la Parade de Noël et la Guignolée. Attendu que le service de la sécurité publique aimerait ajouter la présence d'un lieutenant ainsi qu'un pompier à l'équipe déjà présente en caserne lors des événements. Attendu le rapport de M. Étienne Labonté, directeur adjoint du service de la sécurité publique en date du 3 octobre 2024, je propose que le service de la sécurité publique soit autorisé jusqu'à la fin de l'année 2024 à participer aux activités organisées par le service sport, loisirs, culture et vie communautaire de la Ville, auquel il est convié, ainsi que la guignolée et la parade de Noël. Également, d'autoriser la présence d'un lieutenant et d'un pompier supplémentaire lors de ces événements. De plus, d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire garde en caserne. Merci. Vote. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 9.2, une autorisation de signature d'une entente. Marc-Antoine? Oui, alors une entente entre la Ville et les syndicats des pompiers. Entendu que les deux parties se sont entendues sur la modification et l'ajout d'articles dans la convention collective à la suite de discussions en comité de relations de travail. Entendu que la lettre d'entente numéro 1 a été acceptée par l'Association des pompiers et ses membres le 15 septembre 2024. Entendu que la lettre d'entente numéro 1 entre la Ville de Sainte-Catherine-de-Jacques-Cartier et l'Association des pompiers et pompières de Sainte-Catherine-de-Jacques-Cartier de la SCFP, préparée par Étienne Lamonté, a été soumise aux élus pour étude et approbation. Entendu le rapport de M. Étienne Lamonté, directeur adjoint du service de la sécurité publique en date du 8 octobre 2024. Je propose que ce conseil autorise M. Pierre Dolbec, maire, et M. Martin Carreau, directeur général, à signer la lettre d'entente numéro 1 entre la Ville de Sainte-Catherine-de-Jacques-Cartier et l'Association des pompiers et pompières de Sainte-Catherine-de-Jacques-Cartier du local 7141 de la CSCFP. Merci. Vote. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 10, sport, loisirs, culture et vie communautaire. 10.1, une autorisation de paiement. José? Oui, autorisation de paiement, 40 jours du domaine Notre-Dame. Attendu que la Ville a conclu un protocole d'entente avec le domaine Notre-Dame pour la tenue du camp de jour de l'été 2024. Attendu que, selon cette entente, la Ville verse au domaine Notre-Dame une contribution par semaine par enfant résidant sur son territoire, ce qui permet de réduire les coûts pour les parents. Attendu que, comme le stipule l'entente, le domaine Notre-Dame a déposé à la Ville la liste des participants au camp de jour de l'été 2024 résidant à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Et de plus, d'autoriser le paiement d'un montant de 72 686 $ au domaine Notre-Dame pour le camp de jour de l'été 2024, conformément au protocole d'entente. Et de plus d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire Entente Domaine Notre-Dame. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 10.2, une autorisation pour la tenue événement. Nathalie? Donc, c'est pour un événement qui aura lieu le 31 décembre 2024. Attendu la proposition de l'organisme reconnu Événement Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier d'agir à titre d'organisateur pour la tenue d'un événement le 31 décembre au Parc du Grand Héron. Attendu qu'Événement Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier souhaite bonifier l'offre de services en loisirs et événements pour la population de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Attendu que l'organisme assurerait les dépenses en lien avec l'organisation de cet événement, en partie par les revenus provenant des ventes du bar. Attendu que la Ville contribuerait à l'événement en effectuant le montage et le démontage du site avant et après l'événement,
ainsi que par la part d'un employé du service sport, culture, loisirs et vie communautaire pendant sa tenue. Attendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur général en date du 9 octobre 2024, je propose d'autoriser la tenue d'un événement le 31 décembre 2024 au Parc du Grand Héron et d'autoriser l'organisme Événement Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier à agir à titre d'organisateur. De plus, de demander à l'organisme de transmettre au directeur du service sport, loisirs, culture et vie communautaire par intérim les détails du programme de la soirée. Le programme devra être approuvé par ce dernier. Et finalement, d'autoriser une dépense estimée à 2 000 $ en main-d'œuvre municipale afin de respecter l'engagement de la Ville pour cet événement et imputer celle-ci au poste budgétaire temps supplémentaire événement. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 11 transport, 11.1, un octroi de contrat gré à gré, Sylvain. Oui, c'est l'octroi de contrat de gré à gré pour la fourniture de sable AB-10. Attendu que le Conseil municipal a adopté le règlement numéro 1434-2018 concernant la gestion contractuelle telle que prévue dans la loi sur les cités et villes. Attendu que le règlement stipule que tout contrat comportant une dépense d'au moins 25 000 $ mais inférieur au seuil obligeant un appel d'offres public peut être octroyé de gré à gré en assurant la rotation des éventuels contractants. Attendu que pour assurer la rotation des éventuels contractants, ce règlement exige que des demandes de prix soient faites auprès d'au moins 3 éventuels contractants lorsque le contrat a déjà été octroyé à un prestataire dans une année. Attendu que toutes les exigences pour assurer la rotation des éventuels contractants ont été respectées, attendu que le comité de gestion contractuelle a confirmé que l'octroi de ce contrat respectait les règles de gestion contractuelle, attendu que la file est assujettie à la Charte de la langue française et que l'entreprise ADV Excavation respecte les exigences de cette dernière et qu'elle ne figure pas dans la liste des entreprises non conformes au processus de francisation de l'Office québécois de la langue française. Attendu que l'entreprise a reconnu avoir pris connaissance des exigences d'intégrité de la loi sur les contrats des organismes publics et s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour y satisfaire pendant toute la durée du contrat. Attendu que l'offre de prix soumise par ADV Excavation en date du 5 septembre 2024 est la plus basse. Attendu le rapport de M. John McGrath, directeur des services techniques en date du 4 octobre 2024, je propose d'octroyer le contrat à ADV Excavation pour la fourniture de sable AB-10. Le contrat est composé de la résolution et de l'offre de prix soumise par ADV Excavation en date du 5 septembre 2024. Le coût du contrat est établi approximativement à 32 375 $ plus taxes. De plus, d'imputer le montant de dépenses au poste budgétaire 02-330-00-622 et finalement d'autoriser M. John McGrath, directeur des services techniques, à signer le contrat à intervenir. Merci. Vote. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. En 11.2, on a l'amendement de résolution 095-2023, Sylvain. Oui, c'est l'ouverture de rue, projet domiciliaire Boisé Natura, phase 2. Attendu la résolution numéro 095-2023, adoptée à la séance du 13 février 2023, concernant l'ouverture de rue du projet domiciliaire Boisé Natura, phase 2. Attendu qu'il est nécessaire d'amender la dite résolution puisqu'elle décrétait, entre autres, l'ouverture de la rue Irénée-Quentin, alors qu'on aurait dû être indiqué Irénée-Quentin. Attendu le rapport de Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques en date du 4 octobre 2024, je propose d'amender la résolution numéro 095-2023 afin de remplacer le nom de Irénée-Quentin par le nom de Irénée-Quentin, puisqu'il s'agit d'une erreur topographique qui ne reflète pas exactement le nom de la personne en mémoire de qui le nom de la rue a été donné. Et également qu'il y a lieu d'informer les personnes et organismes concernés tels que Poste Canada, Élections Québec, etc., et de procéder à la correction à l'affichage de la rue. Merci. Vote. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. En 11.3, l'octroi d'un contrat gré à gré, Sylvain. Oui, pour cette fois-ci, c'est pour la fourniture de sel de déglaçage. Attendu que le Conseil municipal a adopté le règlement numéro 1434-2018 concernant la gestion contractuelle telle que prévue dans la loi sur les cités et villes. Attendu que ce règlement stipule que tout contrat comportant une dépense d'au moins 25 000 $ mais inférieur au seuil obligeant un appel d'offres public peut être octroyé de gré à gré. Attendu que le comité de gestion contractuelle a confirmé que l'octroi de ce contrat respectait les règles de gestion contractuelle. Attendu que la file est assujettie à la Charte de la langue française et que l'entreprise Silco Minéral respecte les exigences de cette dernière
et elle ne figure pas sur la liste des entreprises non conformes au processus de francisation de l'Office québécois de la langue française. Attendu que l'entreprise a reconnu avoir pris connaissance des exigences d'intégrité de la loi sur les contrats des organismes publics et s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour y satisfaire pendant toute la durée du contrat. Attendu que l'offre de prix soumise par Silco Minéral en date du 4 septembre 2024 est la plus basse. Attendu le rapport de M. John McGrath, directeur des services techniques en date du 4 octobre 2024, je propose d'octroyer le contrat à Silco Minéral pour la fourniture de 700 tonnes de sel de déglaçage. Le contrat est composé de la résolution de l'offre de prix soumise par Silco Minéral en date du 4 septembre 2024. Il s'agit d'un contrat à coût unitaire dont le coût total approximatif est évalué à 72 016 $ plus taxes. De plus, d'imputer le montant de dépenses au poste budgétaire sel et calcium des budgets 2024 et 2025. Et finalement, d'autoriser M. John McGrath, directeur des services techniques, à signer le contrat à intervenir. Merci. Vote. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 11.4, un mandat de l'Union municipale. Sylvain? Oui, c'est le mandat de l'Union des municipalités du Québec, achat de carburant en vrac. Attendu que la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier désire présenter une demande d'adhésion à l'Union des municipalités du Québec pour joindre son regroupement d'achat et le contrat octroyé par la suite de l'appel d'offres public numéro CAR-2025 pour un achat regroupé de différents carburants, essence diesel et mazout en vrac. Attendu que l'article 29.9.1 de la loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code municipal permettent à une municipalité de conclure avec l'UMQ une entente ayant pour but l'achat de biens meubles. Précise que le règlement d'adjudication des contrats pour une municipalité s'applique aux contrats accordés en vertu de présents articles et que l'UMQ s'engage à respecter ces règles. Précisant que le présent processus contractuel est assujetti au règlement numéro 26 sur la gestion contractuelle de l'UMQ pour les ententes de regroupement adoptées par le conseil d'administration de l'UMQ. Attendu que la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier désire participer à cet achat regroupé pour se procurer du carburant dans une quantité nécessaire pour ses activités et selon les règles établies au document d'appel d'offres préparé par l'UMQ. Attendu le rapport de M. John McGrath, directeur des services techniques en date du 7 octobre 2024. Je propose que le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si récité au long. Que la Ville de Sainte-Catherine de Jacques-Cartier joigne le regroupement de l'achat de l'UMQ pour la période du 1er avril 2025 au 31 mars 2028 pour s'assurer son approvisionnement en différents carburants nécessaires aux activités de notre organisation municipale. De plus, qu'un contrat d'une durée de 3 ans sera octroyé selon les termes prévus au document d'appel d'offres et des lois applicables et que la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier confie à l'UMQ le pouvoir de bénéficier ou non de l'option de renouvellement prévue au contrat et prendre les décisions en son nom. Elle s'engage également à respecter les termes et les conditions du dit contrat, comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat sera adjugé. Et aussi que la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier s'engage à compléter pour l'UMQ, dans un délai fixé, le formulaire d'inscription en ligne qui visera à connaître les quantités annuelles de divers types de carburants dont elle prévoit avoir besoin. Et également que la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier reconnaît que l'UMQ recevra directement de l'adjudicateur des frais de gestion basés sur des quantités de carburant requis pour notre organisation municipale. Il est entendu que l'UMQ facturera trimestriellement l'adjudicateur des frais de gestion de 0,0055 $ par litre acheté aux organisations membres de l'UMQ et de 0,010 par litre acheté aux non-membres de l'UMQ. Et qu'un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'UMQ. Et finalement, d'imputer le montant de la dépense aux différents postes budgétaires qui concernent l'achat des différents carburants pour les années 2025 à 2028. Merci. Vote. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. Il n'y a pas de sujet additionné. On va passer à la période de questions, mais avant d'aller à la période de questions, étant donné qu'on connaît un peu le sujet concerné, je vais vous dire un peu ce qui s'est fait depuis le début au niveau de la fameuse sablière versus la route de Montcalm.
On a un projet de règlement, le 1673-2024, qui a été émis en temps et lieu visant à effectuer la concordance entre le règlement 01-2024 de la MRC de la Jacques-Cartier, ayant pour effet de modifier le plan d'urbanisme numéro 1258-2014 et le règlement de zonage numéro 1259-2014. Si on veut faire un résumé, en haut, le Conseil a entrepris les démarches pour l'adoption du règlement 1674-2024 le 12 août 2024. En résumé, ce projet vise à effectuer la concordance entre le schéma d'aménagement de la MRC et d'autoriser l'usage résidentiel dans une nouvelle zone 120H créée et à partir des zones existantes 25F et 27I. En B, une assemblée de consultation a été tenue le 9 septembre 2024. 4 personnes étaient présentes et une question a été posée. En C, une demande de référendum a été déposée à la Ville la semaine dernière. En D, à la suite de discussions avec certains citoyens concernés, nous comprenons que la population du secteur n'a pas toute l'information nécessaire pour juger du bien-fondé de la démarche. Nous avons donc convenu de tenir une assemblée spéciale d'information au cours des prochaines semaines. Une autre invitation sera transmise par la poste à tous les propriétaires concernés. La rencontre visera 3 objectifs. 1, de transférer toute l'information concernant les démarches réglementaires et l'objectif visité par ce règlement. En 2, répondre aux questions. Et en 3, présenter la démarche envisagée à la suite du processus. Donc, je procède à la période de questions. Bonjour. Oui, tout fonctionne. Je suis très nerveux, c'est une première pour moi, donc je m'excuse s'il y a un peu de bégaiement. Steve Cartier, c'est moi qui ai déposé la demande là, pour... en fait, qui a obtenu les signatures et que je ne me porte pas comme la personne qui est en charge de la démarche, mais vraiment comme quelqu'un qui a simplement été recueillir des signatures pour demander à la Ville d'aller en référendum pour les articles 5 et 6 du deuxième projet. Là. Il y a comme le premier projet, on ne peut pas aller en référendum. Le deuxième, il y avait cette possibilité-là. Donc, ma question pour le Conseil aujourd'hui, considérant que les citoyens de la zone 31F ont signé en nombre suffisant pour demander un référendum, est-ce que le Conseil municipal s'engage à respecter cette volonté citoyenne et à tenir les référendums? Parce que j'ai déposé 2 documents. Je ne sais pas si vous allez y aller avec seulement 1 ou 2 référendums. Là. Ça, je laisse ça à votre soin. Mais est-ce que le Conseil municipal s'engage à respecter cette volonté citoyenne et à tenir le référendum, peu importe le contenu de la séance d'information? Oui. C'est sûr que la séance d'information va vous donner beaucoup d'informations qui vont vous permettre de réellement comprendre où on s'est rendu là. Il faut comprendre que le processus a commencé il y a un certain temps, avant même les dates que je vous ai données. C'est quand on a eu beaucoup de plaintes de la part de la circulation des camions sur Montcalm. Il n'y a pas 56 000 solutions. On ne peut pas fermer la sablière en un temps. Envisager d'acheter ça, c'est impossible. On a eu un article de la presse pour une sablière similaire dans la région de Montréal. C'est 50 millions de profits sur à peu près 15 ans. Imaginez-vous le prix qu'il aurait demandé pour ça, c'était infaisable. On a commencé à jaser avec les gens de la sablière très sérieusement. C'était un gros processus. Je vous le dis, ça n'a pas été un cadeau parce qu'au début, c'était non, on ne veut rien savoir. En un deuxième temps, on va commencer à y penser. En un troisième temps, c'est là qu'on est arrivé à la fameuse affaire d'une possibilité d'avoir un développement résidentiel sur leur sablière, que c'est eux qui vont faire. Il faut comprendre que ces gens-là, au moment qu'on se parle, s'ils continuent à opérer, on parle quand même de pas mal d'argent au niveau profit. Puis je peux vous dire une chose, là, je connais les chiffres, si on est capable de s'entendre avec eux, ils vont cracher sur un bon montant d'argent. Fait que déjà là, pour nous autres, comme protecteurs de vos intérêts puis tout ce qui entoure les citoyens, bien, on trouvait ça quand même assez important et assez agréable que vous passiez de 1000 camions par semaine ou plus à peut-être 120 chars par jour. Je trouvais ça un peu moins pire. C'est pour ça qu'on a embarqué dans le processus. On comprend très bien vos craintes. Il y a des questions qui nous ont été amenées, qu'on est content d'avoir eues parce qu'on n'a pas les réponses, en particulier la nappe et des choses de même. Par contre, on a déjà communiqué avec les gens concernés pour leur demander qu'ils nous reviennent avec l'information pertinente, considérant les questions que vous avez déjà amenées. Soyez conscients d'une seule chose, on prend ça très au sérieux. Notre mandat, c'est pas de faire des choses qui sont à l'encontre de vous autres, c'est l'inverse. Moi, la sablière, j'ai été le premier, quand on a eu les premières choses, à aller me promener là régulièrement. Mon ancien directeur des services de l'urbanisme, il était tanné de m'avoir sur le dos.
faut que vous compreniez aussi que je siège à la MRC de la Jacques-Cartier, dont le Conseil des maires. Puis j'ai 2-3 fonctions. Fait que je suis à la MRC au moins facilement 5-6 fois par mois. Je passe par Montcalm. Je passe pas par Jacques-Cartier. Donc, je le vois, je le comprends. J'ai pas de problème avec ça. Ce qu'on veut faire dans la séance d'information, c'est vous donner réellement les informations qui vont vous permettre réellement de prendre une décision éclairée versus les pour et les contre du 2. Parce que vous allez avoir un choix à faire. C'est désolant, mais c'est ça. Mais on ne veut pas que vous le fassiez sans avoir tout ce qu'il faut comme information. Super. Puis je vous remercie beaucoup pour ça. Puis aussi, je suis entièrement conscient de l'impact des camions, que c'est suite au reportage qu'il y avait eu à la télévision il y a quelques années. Je comprends les récriminations de ces citoyens-là, si on veut. Je peux poser une deuxième question? Oh, oui. Parfait. Simplement une sous-question. Est-ce que c'est l'ensemble de la population qui va pouvoir avoir accès à la séance d'information et non, au référendum? C'est les gens concernés exclusivement. Donc, seulement la zone 31F oui. et non pas les zones contiguës? Non. Quand on fait un référendum de ce genre-là, c'est réellement les gens qui sont touchés directement. C'est pas à niveau at large sur le système ou même plus large sur Montcalm. Ça ne touche pas tout le monde, ça vous touche réellement. Puis d'ailleurs, dans votre chose de référendum, je l'ai regardé personnellement, je trouvais que c'était bien fait parce qu'on voit réellement que vous êtes complètement autour de la Sablière, puis pas à peu près, rien que par les adresses. Je pense qu'il y a 4 erreurs de parcours qui sont un petit peu plus loin. La balance, ça vous touche directement. Fait que, dites-vous là, que je le prends au sérieux, très sérieusement. C'est pas fait à la légère, là. Je dois avoir actuellement, avant des dates qu'on vous a données, 2024, 1 an et demi, presque 2 ans de travail à travailler pour en arriver avec une possibilité d'entente, à régler ça une fois pour toutes. Mais en respectant quand même vos craintes, puis en répondant à vos questions et vos craintes. Merci beaucoup, c'est apprécié. Ça fait plaisir. Autre question? Bonjour, Emmanuel Baudouin. J'ai quelques questions. J'ai essayé de me renseigner sur le sujet, puis j'ai eu quelques embûches. Est-il possible que certains titres d'avis public ne mentionnent pas le numéro de lot, l'adresse, le nom de la compagnie, ou conversion de la sablière en développement résidentiel? C'est-il possible? Isabelle? Dans d'un titre, là, fait que comme ça, mettons, si on va dans la liste des avis publics, celui pour le second projet de règlement, c'est pas listé là, présentement. Là, je veux dire, si on regarde une demande de dérogation mineure, tu as l'adresse. Tu es capable de visuellement savoir, OK, c'est une demande de dérogation pour telle place. Là, c'était des numéros de règlement en correspondance avec un autre règlement, numéro de règlement de la MRC. Je veux dire, ça aurait été plus visuel. Pour la population, il aurait été peut-être plus capable de mieux s'informer ou d'être aux aguets au bon moment si ça aurait été mentionné, soit le numéro de lot ou toutes les informations. Numéro de lot, adresse, nom de compagnie, puis conversion en développement résidentiel. As-tu quelque chose à ajouter, Martin? Bien, écoutez, les avis sont faits conformément à la loi. Je pense qu'une carte, ça parle beaucoup plus qu'un numéro de lot. Donc, c'est pour ça que la carte qui est jointe dans les avis publics. Puis, on est toujours là aussi pour répondre aux questions des gens. Il n'y a rien qui se fait à la cachette, là. Mais je pense que l'information était disponible. La preuve, vous l'avez vue. Souvent, vous l'avez vue tard, là. C'est pour ça peut-être que les gens ne sont pas présentés à l'Assemblée d'information, mais quand même, les gens ont été mis au courant. Puis, de toute façon, comme M. Delbecq disait tout à l'heure, on va pouvoir vous transmettre l'information par cette réunion particulière-là, spéciale. C'est très rare qu'on fait ça, des réunions d'information comme ça. Mais je pense que M. Delbecq, il tenait à ce qu'on le fasse pour que vous ayez toute l'information pour prendre une bonne décision. Parce que nous, on pense vraiment que c'est un bon projet pour vous. Puis, vous allez pouvoir en juger vous-même lors de la rencontre d'information. Puis quand il vous dit que c'est rare, c'est la 2e fois que je gère une situation de ce genre-là. Puis j'ai 2 mandats de fait complets, un 3/4 de mandat, puis mes 2 années à date. Effectivement, c'est pas arrivé très souvent. Puis les 2 fois, c'est moi qui l'ai demandé. J'ai une autre question. Oui. Est-ce que la municipalité a rendu disponibles les documents nécessaires à l'interprétation du projet de règlement? Puis est-ce que les documents y étaient à jour? Je comprends pas votre question. Bon, ben, le plan d'urbanisme puis la carte associée, vendredi, il était erreur 404.
Oh, ben, je sais Rosalie, qu'il vous y demanderez avait, à Rosalie Laroche, elle peut le il y confirmer. avait une erreur de lien, là. Oui, mais mais c'est ce que le public, dès les que vous nous citoyens ont l'avez accès, dit, ça a c'est été ça. corrigé, je pense. Là. Écoute, Oui. j'ai pas tous les détails. Là. Mais c'était des documents nécessaires à l'interprétation puis qui n'étaient pas disponibles. C'est des choses que je vais vous mentionner, puis j'aurais une sous-question par rapport à ça. Ben, peut-être Est-ce- je Un pourrais instant, répondre. Isabelle pourra compléter. Ben, en fait, concernant ça, toute l'information nécessaire pour la prise de position était vraiment dans l'avis public. C'était complet. Dans l'avis public, il y avait le lien pour amener dans le règlement. Vous, ce que vous parlez, c'est un autre, c'est le règlement de zonage à l'extérieur, mais on n'avait pas besoin pour pouvoir prendre la décision. L'avis public était réellement complet en soi. S'il y avait eu une erreur, l'avis public faisait référence, le projet de règlement faisait référence à des documents. Puis quand tu essayes de comprendre quelque chose, c'est le fun d'avoir accès aux documents qui sont référencés. Il doit y avoir 300-400 pages au règlement de zonage, mais en fait, c'est pas ça qui expliquait la modification réglementaire. Vraiment, tout était là, le avant et le après. Il y avait deux cartes, les avant et les après. Oui, il C'était était tout petit. complet, Puis c'est ça, en tout cas, avec- je crois que ces documents-là, ils n'étaient pas accessibles. Vous pouvez demander à Rosalie Laroche. Puis, Non, je sais qu'il y a eu un problème d'erreur 404. Là. Oui, Je lesquels sais, on l'a documents? eu sur, sur lesquels documents? le règlement de zonage, effectivement. Et le Puis, plan... comme je vous dis, pour la prise de décision, toute l'information dans la vie publique, avec le lien qui était dedans, qui renvoyait au règlement, qui était le projet de règlement, tout ça, c'était tout légal, c'était tout fait comme il faut. Puis c'était pour la prise de décision, c'était vraiment ce que vous aviez besoin. Mais il y avait deux documents quand même importants qui n'étaient pas accessibles. C'est correct. C'est bon, parfait. J'aurais une sous-question par rapport à ça. Vous me débordez déjà. C'est Est-ce qu'il y en a correct. d'autres qui veulent poser des questions? Non, allez-y quand même. Parfait. Quel est le processus de gestion des révisions de la réglementation, plans, cartes et autres documentations en circulation afin de s'assurer que les citoyens y aient accès et à la bonne version? Qui en est le responsable? Certain? Ben encore là, je vais vous demander de répéter votre question là, parce que j'ai de la misère à vous suivre. Là. Voulez-vous répéter la question? Ben, dans le fond, y a-t-il un chien de garde de la documentation qui s'assure, bon, on a publié, il y a une telle version qui est là. Parce que là, ce que j'ai compris, c'est que les documents ils étaient accessibles sur le réseau intranet, mais pas accessibles sur le réseau Internet, aux citoyens, sur le site Internet de la Ville, puis qu'il y avait des documents qui étaient en différentes versions, comme là, la carte d'urbanisme ou le plan. Il y en a une que j'avais accès en une version qui était 2017, mais Rosalie, il a fallu qu'elle m'en envoie une version qui était à jour. Là. Écoutez, si vous voulez nous adresser votre question par écrit, on va pas être capable de lui répondre parce que j'ai de la difficulté à saisir ce que vous voulez savoir. Là. Donc, normalement, tous nos documents, on ne cache rien. Là. Tous nos documents sont accessibles sur notre site Internet. Quand il y a des mises à jour, on les fait au fur et à mesure. Ça se peut qu'il y ait un bug informatique sur un lien, comme vous avez peut-être observé. Dans ce temps-là, vous nous appelez. Dans la seconde qui a suivi, ça a été corrigé. On n'essaie pas de cacher les documents. Là. On est très transparent. Puis, écoutez, si vous avez une question particulière par rapport à un document en particulier que vous n'avez pas réussi à trouver, bien, dites-nous-le. On va vous aider. C'est sûr que notre site Internet, c'est une vieille génération. On est en train de le réviser. Nouveau site Internet qui va être lancé probablement en novembre. Donc, ça se peut que l'ancien soit moins... Performant. C'est que j'ai fait une démarche de renseignement, puis je me mettais dans la peau de d'autres citoyens qui auraient fait la même chose, qui seraient peut-être découragés avec ces embûches-là. C'est sûr que les informations sur notre site Internet, normalement, sont assez facilement accessibles. Mais Rosalie est au bout du téléphone, puis elle est là pour vous aider, puis vous fournir toute l'information que vous avez besoin. Ça se peut qu'il y ait des trucs que vous ne retrouvez pas sur notre site Internet, mais si vous appelez à la ville, au service d'urbanisme, il va y avoir quelqu'un qui va vous répondre, qui va vous fournir ce que vous avez besoin. Ça va? Oui, merci beaucoup. Autre question? Oui. Bonsoir. Une question rapide. Vous avez parlé tout à l'heure de l'Assemblée d'information Oui. pour les résidents de la nouvelle zone seulement. Pourquoi est-ce qu'on ne pourra pas étendre aux résidents de la route Montcalm? Parce qu'on s'entend que le flot de transport qui passe présentement concerne tous les résidents de la route Montcalm. Pourquoi la soirée d'information, le résident qui demeure en haut de 209 Montcalm n'a pas accès à ça? N'aura pas accès aux informations. Parce que c'est la demande de référendum que Porté est obligé de prendre cette décision-là, c'est tout. OK. En fait, c'est que s'il y a un vote, parce que là, les gens ont demandé qu'il y ait un vote sur le projet. Oui.
Donc, on va inviter à l'Assemblée d'information les gens qui auront la possibilité de voter. Donc, si vous êtes situé ailleurs sur la route Montcalm ou près de Shannon, vous êtes dans une autre zone, vous ne pourrez pas vous prononcer. Vous ne pourrez pas vous prononcer. Fait que si on invite trop de gens à l'Assemblée d'information, bien, on va venir un peu mélanger les choses. On aime mieux cibler les personnes qui sont concernées, les personnes qui auront à se prononcer sur le projet, puis inviter ces gens-là en particulier, plutôt que d'avoir une salle pleine, puis d'aller d'un côté sur toutes sortes de points, en fait. Donc, on veut cibler vraiment les gens qui sont concernés par le projet. Donc, c'est sûr que on pourrait l'agrandir, là, mais les gens qui vont venir, ils n'auront pas à se prononcer. Fait qu'on pense qu'on est mieux d'y aller avec les gens qui ont fait la demande de référendum. OK. Parce qu'on s'entend quand même que ça concerne autant les Ça concerne les deux bords, j'en suis très conscient. Par contre, il faut s'entendre que ça concerne beaucoup plus un bloc d'unités qui sont beaucoup plus touchés depuis le début. Parce que les camions, j'ai été chauffeur de camion quand j'étais jeune. Puis quand ça sort de la boîte comme c'est là, c'est à peu près le premier kilomètre. Après ça, ils sont nettoyés, les roues. Fait que, etc., là. Puis ceux qui sont affectés actuellement, réellement, c'est réellement ceux qui sont collés sur la sablière. Puis comme Martin vous disait, quand on va venir le temps du vote de ça marche avec l'espèce de zone géographique que vous vous êtes donné avec la demande de référendum. Nous autres, on suit tout simplement ce qui s'est passé, puis on va vous donner l'information. Mais si, pour des raisons X, Y, Z, après la séance en soi, il y en a qui ont besoin de plus d'informations à l'extérieur, je ne pense pas qu'on va vous la cacher, il n'y a aucun problème. Mais c'est pour la soirée même. Ça va être déjà assez compliqué, dans le sens que ça va être lourd, il va y avoir du stock, je vous le dis d'avance. Ils travaillent là-dessus actuellement, toute la gang, là, puis attendez-vous à avoir l'information qui fait. Je m'excuse de vous dire ça de même, là, mais c'est quelque chose. Puis c'est vous autres qui allez prendre la décision. Fait que même si le large est ça là, vous ne serez pas décisionnel. Comme Martin disait, jusqu'à un certain point, ça peut peut-être amener de la confusion. Point. C'est pas une question qu'on veut cacher quoi que ce soit, qu'on veut empêcher moins de monde. Là. C'est une question qu'il y a des gens qui sont plus touchés que d'autres, puis eux autres qui vont voter. Peut-être pour compléter, la zone 31F, je pense, c'est quand même une grande zone. Là. Il y a quand même beaucoup de monde déjà qui vont être invités à cette rencontre-là. Je n'ai pas le nombre exact, là, mais c'est pas juste quelques propriétés. Là. Il y a quand même plusieurs résidences dans cette zone-là. Donc, c'est ces gens-là qu'on souhaite rencontrer dans un premier temps. D'accord. Merci. Bienvenue. Autre intervention? Bonjour. Tantôt, vous aviez mentionné que lors de la séance, vous allez aborder certaines préoccupations des citoyens. Je ne sais pas, je voudrais savoir, est-ce qu'il y en a une sûrement que vous avez des prévisions quant aux prochaines, dans le fond, taxes foncières. Est-ce que ça va avoir un impact sur les résidents qui sont en lisière? Ça, je sais qu'il y a des gens qui en ont parlé. Dites-vous que les fameuses taxes, c'est pas parce qu'on fait un développement à côté que ça va avoir un effet sur les maisons qui existent sur Montcalm actuellement. Ça peut avoir un impact. Actuellement, vous êtes dévalué parce que vous vivez dans une zone qui est épouvantable, entre vous autres et moi, là. C'est sûr que si demain matin, on a un développement résidentiel qui s'en va là, qui améliore toute la qualité de l'environnement, votre évaluation va probablement, autrement dit, l'évaluation de marché va probablement évaluer. Mais si l'évaluation foncière, elle, qui est faite par les firmes neutres, ne monte pas, on ne monte pas vos taxes. Il faut faire attention entre l'évaluation foncière qui est gérée, exemple Altus, qui nous donne nos résultats, et l'évaluation de marché. Les taxes ne sont pas sur l'évaluation de marché, ils sont sur l'évaluation foncière. Ça ne touche pas les taxes municipales, ça? Donc, Bien, ça ne touchera pas les taxes municipales dans le sens que si demain matin, Altus refait une évaluation de votre coin, puis même s'il y a eu un développement à l'autre bord, ça ne vous touche pas, vous autres, dans une augmentation de l'évaluation foncière, vous ne serez pas touché. L'inverse peut être valable. Par contre, si votre évaluation descend, bien, tant mieux pour vous autres. Si ça monte, bien, ça va être tant pis pour vous autres. Autre question? C'est correct? Bien, je vous remercie beaucoup, beaucoup. Sur ce, bien, je vais procéder à la clôture de l'Assemblée. Sylvain? Oui, je propose de clore la séance du mardi 15 octobre 2024. La séance est levée à 19h58. Merci. Vote? Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente soirée tout le monde. Bon retour. Puis je vous demande à chaque réunion de conseil, je le fais pareil comme dans le Caterina, de grâce, soyez prudents. Bonne soirée.